couper le son. Hop là. Voilà. Alors, je mets mon document de sorte parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'à l'écran, des fois, les photos sont... Voilà. Là, normalement, ça devrait aller. Du coup, pour cette causerie du mois de mai, je vous propose de parler de syndrome du gisant et de deuil gelé. Alors, ça peut sembler un peu étrange en un mois de mai, numérologiquement qui vibre 5, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cette thématique pour ce mois de mai. Avant de commencer, je rappelle aux personnes qui regarderont du coup le replay et puis à vous qui êtes présentes, puisque vous n'êtes que des femmes, le programme des causeries de l'année. Donc, le mois de juin, je vais vous proposer de parler d'attachement. Donc là, on s'intéressera plus en juin à tout ce qui va être de l'ordre du projet Sens. Et évidemment aussi de comment les, les schémas d'attachement se transmettent de génération en génération. Voilà. Et puis, je rappelle aux personnes que ça peut intéresser que j'ai lancé un cycle d'ateliers, enfin qui n'est pas encore débuté, mais qui va débuter, qui s'appelle Mes racines et mes ailes, qui est un cycle de 9 ateliers collectifs en ligne, en petits groupes, hein. Moi, j'aime bien les groupes autour de 4 personnes. Donc, j'ai ouvert jusqu'à 8, mais moi, je pense qu'à partir du moment où il y a 4 personnes, là, j'ai un groupe qui commence à se constituer. Il n'y a pas encore 4, mais bon, si, à partir du moment où il y a 4, je lance le, le cycle, parce que moi, j'aime bien les petits groupes. Euh, donc, ce cycle, ce sera un atelier par mois avec la possibilité de s'engager sur tout le cycle ou de s'inscrire à l'atelier avec des modalités différentes, évidemment. Les personnes qui s'inscriront sur tout le cycle, elles auront accès à des vidéos bonus en plus. Euh, et puis, donc, à un suivi entre les séances, je dirais. Et puis, donc, le calendrier, on va le co-créer avec les inscrits au cycle complet. Et les inscriptions, je les laisse ouvertes pour l'instant jusqu'à fin mai. Euh, Ça, c'est le... Ouais? Pardon, j'ai une petite question, Marjorie. Oui. Ça implique, par exemple, sur l'ensemble des ateliers, entre les séances, j'imagine qu'il y a des recherches et du travail personnel. Ça représente beaucoup de temps ou... Non, ça représente pas beaucoup de... Enfin, ça va dépendre en fait. Je dirais que pour les personnes qui n'ont jamais monté leur arbre, c'est là où il va y avoir peut-être un petit travail effectivement de recherche, sachant que chacun des ateliers, comme vous le voyez à l'écran, a une thématique particulière et que je vais vous amener en fait à travailler sur votre arbre de différentes manières. Donc même s'il manque des informations, qu'il n'y a pas toutes les informations, c'est pas problématique puisqu'on pourra accéder d'autres manières aux informations et ouvrir le champ de l'inconscient différemment. Après, sur D'accord. ce que je vais proposer entre les séances, j'ai envie de vous dire que ça va être, c'est votre travail. C'est Mm, si jamais on identifie, ça va pas être des devoirs, quoi. C'est mm. si on identifie lors d'un atelier quelque chose pour lequel vous pourriez mettre en œuvre un acte réparateur, eh bien, je pourrais vous proposer de réaliser cet acte. Ça va être D'accord. ça, en fait, ce qui va se faire d'une séance à l'autre. C'est d'une D'accord. séance à l'autre de mettre en œuvre différents types de pratiques euh, pour aller euh, apaiser les mémoires de l'arbre et, je dirais, en dégager les trésors. C'est vraiment l'objectif de ce cycle d'atelier, de vous amener à prendre conscience de, de ce qui peut impacter votre vie aujourd'hui, donc de l'histoire de vos ancêtres, de ce que vous nourrissez encore inconsciemment de l'histoire de vos ascendants, Mm. donc de ce que vous nourrissez de souffrant, bien sûr, mais moi, mon prisme vraiment pour ce cycle, c'est dans les répétitions souffrantes de vous permettre d'aller identifier, dégager, intégrer, vous approprier tous les trésors qui sont là aussi, parce qu'il y a toujours des trésors dans un arbre. Et on a tendance souvent à se focaliser sur les transmissions inconscientes de ce qui est souffrant, mais Ok. derrière, il y a aussi des enseignements lumineux, il y a des trésors, il y a des ressources à dégager. Parce que sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Mm. Ok. Effectivement. Voilà. Pardon? Oui, tout à fait. Je ne serais pas là. On ne serait pas là aujourd'hui. Donc, mon objectif, c'est celui-ci avec ce cycle d'atelier. Donc voilà, vous voyez, il y a différents types de thématiques. Donc voilà.
Et dernière petite question à ce sujet, est-ce que donc c'est une fois par mois Oui. et donc en juillet et août également? Eh ben, ça sera à co-définir avec le groupe. Si le groupe préfère, moi dans mon idée, je me disais qu'on pouvait commencer en juin, fin juin peut-être, éventuellement si les personnes sont disponibles début juillet, poser un atelier, peut-être un fin août, mais si c'est compliqué, on le fait en septembre. Et puis si les personnes du groupe préfèrent que l'on débute intégralement en septembre, pour moi c'est OK. Moi j'aime bien que ce soit des co-créations ces cycles. D'accord, ok. J'ai fonctionné comme ça dans le cycle Émeraude que j'ai animé aussi en 2024 et avec le groupe. Moi, j'aime bien qu'on co-crée en fait, qu'on co-crée l'agenda, qu'on co-crée pour que pour que ça puisse être un espace de disponibilité pour chaque Mhm. personne. Mhm. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, ben voilà, merci. J'étais Voilà. Bah, comme ça. merci. Merci pour les questions. Euh, voilà. Et donc, à venir prochainement, ça ce sera d'ici à l'été, j'en ai déjà un peu parlé. J'ai lancé cette année une formation, euh, ce que j'ai appelé le cercle de l'empreinte primale. C'est une approche de numérologie thérapeutique, de numérologie cellulaire, mais donc de numérologie thérapeutique transgénérationnelle prénatale. Et donc là, c'est une formation qui est assez conséquente puisque c'est aussi un cycle de 9 mois mais enfin, on va dire que c'est 27 jours répartis en 9 mois. Mais là, du coup, pour faire découvrir cette formation et faire découvrir cette approche qui est vraiment une approche très puissante, qui est le cercle de l'empreinte primale, eh ben, je suis en train de créer un module d'initiation qui sera accessible en e-learning. Euh, voilà. Donc, beaucoup plus léger et ce sera vraiment juste une petite initiation, mais qui sera bientôt disponible, enfin, d'ici à l'été, je pense. Donc, j'amènerai les informations dans les prochaines newsletters et les prochains webinaires. D'accord. Ok. Voilà. Donc, on peut passer maintenant à notre sujet. Donc, je vous disais justement que en ce mois 5, j'avais envie de parler. Ça peut sembler un peu bizarre parce que dans un mois qui vibre 5, on va plutôt penser à tout ce qui est de l'ordre du mouvement, de l'adaptabilité, du plaisir, de la liberté d'être en vie, du corps. Mais justement, en fait, dans cette vibration 5 du mois de mai, il y a la dimension du vivant. Et Mhm. sur un plan thérapeutique, là où il y a vibration 5, pas à chaque fois évidemment, tout ce que je dis, c'est toujours, il n'y a pas de recette de cuisine, c'est pas un catalogue et c'est pas aussi simple que ça. C'est toujours important d'écouter vos histoires à chacun et puis et chacune et d'aller regarder comment ça résonne. Mais ce que j'ai pu observer, c'est quand il y avait des vibrations 5, notamment, bah là j'ai encore le cercle de l'empreinte primale à l'écran, comme nombre de descentes en incarnation, ou comme nombre de conceptions, ou comme nombre de naissances. Donc sur un thème de numérologie plus classique, ça peut être au niveau de la mission d'âme, au niveau du prénom, du nom de famille, ça peut être au niveau du mois de naissance. Du mois de naissance et de l'addition entre le jour et le mois de naissance aussi, donc tout ce qui correspond à la première période de vie, quand il y a beaucoup de 5, il peut y avoir derrière c'est toujours du conditionnel, mais il peut y avoir derrière un syndrome du gisant ou en tous les cas des mémoires de deuil non fait. Pourquoi associé au 5? Parce que la personne vient ramener du vivant. Elle vient ramener du vivant. Parce qu'un des symptômes premiers d'un syndrome du gisant ou d'un deuil en suspens, c'est qu'à un moment, la vie est restée figée à une étape non faite du deuil. La vie est restée figée dans un état émotionnel qui n'a pas pu être digéré. Donc, moi d'observation, quand il y a du 5 aux différents endroits que j'ai évoqués, il peut y avoir derrière des deuils à, des deuils à réaliser. Voilà. Des défunts à reconnaître et puis des deuils, je dirais que c'est au-delà des défunts, vous allez voir, des deuils à reconnaître et à honorer. Et puis, ce qui est intéressant,
c'est que j'ai été regarder dans mes petites recherches, m'est apparu, j'ai une de mes très chères amies qui m'avait parlé de numérologie juive. Donc, euh, alors je m'y connais pas bien, hein, mais ce que j'ai découvert, c'est que la cinquième lettre hébraïque, qui est la lettre He, je ne sais pas comment on prononce le H, excusez-moi, mais que cette cinquième lettre, donc toujours dans cette vibration du 5, et le mois de mai 2025, c'est vraiment un mois qui vibre 5, parce que quand on ajoute 2025 avec le 5 du mois de mai, ça fait 2030. Donc on trouve vraiment ce 5 directement. Et bien, cette cinquième lettre hébraïque, ça nous parle de souffle de vie. Ce serait ce souffle de vie que Dieu insuffle pour animer la matière. C'est la respiration de l'âme, c'est la porte de l'incarnation. Donc c'est très intéressant, je trouve, parce que selon les recherches que j'ai faites autour de cette cinquième lettre hébraïque, le He, ce serait euh, l'humain qui se situe entre le ciel et la terre. Donc ce serait l'homme debout, en mouvement, et notamment en mouvement grâce à ses membres, sa tête, ses jambes, ses bras. Et pourquoi je trouve ça très intéressant? Parce que les personnes qui peuvent être touchées par un syndrome du gisant, l'un des symptômes physiques principaux que moi je rencontre en cabinet, c'est des douleurs dans les jambes, des jambes lourdes. Et je trouve que c'est intéressant, du coup, de faire ces liens. Vous savez que moi, j'aime bien faire des liens. Et donc, je trouve que ce lien avec la cinquième lettre hébraïque, là, il est quand même euh, assez manifeste. Voilà. Donc, la personne qui porte ce syndrome du gisant, ce serait une personne qui n'aurait pas reçu ce souffle de vie, hein. Une personne qui continue de vivre figée dans l'instant du deuil. Inconsciemment, on est d'accord. Et donc, avec cette vibration 5, revient un souffle. La vibration 5, elle vient réanimer, elle vient ramener du vivant. Voilà. Ça devient donc une invitation quand on est avec euh, ces vibrations 5 très présentes dans nos thèmes de naissance en numérologie, quel que soit le type de numérologie d'ailleurs. C'est vraiment une invitation à rompre avec cette loyauté mortifère, cette loyauté au deuil, et à choisir la vie. Voilà. Et quand j'ai posé les dates, j'avais pas regardé comment est-ce que ça tombait par rapport au cycle lunaire astrologique, mais c'est aussi très intéressant de voir que le 12, donc on est le 9, donc le 12 c'est 10, 11, 12 c'est lundi, il va y avoir la pleine lune en Scorpion. Et la vibration qui résonne avec... bon, il y a plein de... L'astrologie, c'est extrêmement complexe, éminemment complexe. Donc, euh, c'est difficile de dire telle vibration vient parler de ça, mais c'est vrai que les vibrations du scorpion et de la planète associée au scorpion qui est Pluton, ou de la maison 8, je commence par la fin, mais c'est pas grave, je vais vous le montrer là. Voilà. Pluton, le scorpion, puis la maison 8 qui est associée à Pluton et au scorpion. Vous pourrez regarder ça sur le schéma que j'avais envoyé, euh, que j'ai mis à disposition, il me semble, lors de la dernière causerie. Euh, eh bien, c'est des vibrations, si elles sont très présentes dans le thème, qui peuvent aussi donner des indices. C'est toujours des indices, hein, qui peuvent être des indices d'un lien, d'un syndrome du gisant ou d'un lien à un deuil non fait dans l'histoire de la personne. En numérologie, j'ai noté donc le 5, le 4, c'est évident parce que le 4, ça nous parle vraiment de mémoire du passé, de mémoire figée dans le temps, et puis la vibration du 8. Voilà. Et donc, pour revenir à ce que je disais, eh bien, j'ai trouvé que c'était quand même assez rigolo, enfin rigolo, que c'était assez en synchronicité, que cette causerie tombe à l'aube de soit proposée à l'aube de cette pleine lune en Scorpion, et cette pleine lune en Scorpion qui nous invite peut-être à lâcher le ou les deuils qui nous habitent.
Mhm. C'est une vibration de mort-renaissance, hein, de transformation, de transmutation, de métamorphose, la vibration du Scorpion ou de Pluton. Donc voilà. Donc qu'est-ce que c'est que le syndrome du gisant? Le syndrome du gisant, je vous ai mis une citation du médecin qui a identifié ce syndrome-là, qui s'appelle Monsieur Salomon Selam, qui est quand même très connu, vous devez le connaître. Euh, un extrait de l'ouvrage qui dit ainsi: le départ prématuré de quelqu'un inaugure-t-il, plus ou moins automatiquement, le mécanisme psychologique de la programmation d'un futur gisant? Qu'est-ce qu'il entend par là? De quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que c'est qu'un syndrome du gisant? Quand est-ce qu'on le trouve? Eh bien, quand dans une histoire familiale, il y a eu un ou des deuils qui n'ont pas pu être pleinement faits, c'est-à-dire des deuils prématurés d'enfants ou de parents trop jeunes, donc des deuils injustifiés, injustifiables, des deuils dans des contextes d'injustice. Ça peut être aussi des défunts, des personnes mortes pendant des grands événements politiques ou des grands événements collectifs, les personnes qui décèdent pendant les guerres, euh, tout type de défunt qui va laisser un vide tel que le deuil va être difficile à faire. Ou ça peut être aussi des décès traumatiques. Quelqu'un posait une question ou c'est que le micro n'est pas éteint? J'ai entendu non, des voix. Donc, donc voilà. Et donc, selon lui, quand dans un contexte familial se produit un tel drame, ou ça peut être des décès dramatiques aussi dans des conditions dramatiques, quand dans une histoire familiale se produit un tel drame, selon les nombreuses recherches de terrain, je dirais, de Salomon Selam, ce qu'il a observé, c'est qu'il y a comme une mécanique, comme un programme inconscient derrière, oups, pardon, de remplacement du défunt ou de rappel du deuil qui n'a pas pu se faire. Parce qu'on va voir que c'est un peu plus complexe que juste le remplacement du défunt. Donc il y a comme une dynamique transgénérationnelle de réparation qui se met en œuvre. Comment est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non? Donc, ce qui est important, c'est que souvent la personne défunte, elle n'a pas pu être nommée, ou elle n'a pas pu être pleurée, ou elle n'a pas pu être reconnue, ou il y a un événement qui fait que il y a comme un tabou familial autour de ce décès, comme un trou de mémoire qui va créer justement ce programme inconscient de remplacement. L'enfant, le descendant, les descendants qui naissent, ils viennent, ils sont désignés inconsciemment pour remplacer le défunt. Ça peut être, en fait, c'est assez complexe, c'est à la fois simple et complexe comme notion. Il y a différentes, je dirais, dimensions. Il va y avoir une dimension transgénérationnelle où, par exemple, je vous ai déjà parlé de mon histoire. Mon grand-père paternel décède prématurément à 22 ans, des suites post-opératoires. Bref, c'est un décès inacceptable pour l'histoire familiale. Et moi, je suis conçue grosso modo. D'ailleurs, moi et ma sœur, nous sommes toutes les deux conçues, grosso modo, au moment de sa date de décès, à date anniversaire de sa date de décès. Donc, c'est dire combien ce décès de mon grand-père paternel a laissé un vide pour mon père notamment. Il a laissé un vide tel que mon père, il va générer deux filles pour remplacer son père. Deux filles qui seront attendues à chaque fois comme des garçons. Ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est quand il y a, si c'est votre cas, quand il y a une préférence de sexe, quand on attend le garçon ou la fille, ou quand on élève un enfant comme un garçon manqué ou comme une fille manquée. Eh ben, c'est Marie-Noëlle Maston qui travaille beaucoup en transgénérationnel et qui est aptopsychothérapeute, qui dit que quand il y a des garçons ou des filles manquées, c'est des garçons ou des filles qui manquent dans l'arbre.
Donc vous voyez, avec cette histoire que je vous partage, eh bien moi, mon père, il va chercher son père en voulant donner naissance à des garçons. Voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne, ces histoires de dates et comment est-ce qu'on peut identifier, mais c'est pour vous donner déjà un exemple. Euh, donc, comment est-ce qu'on va identifier ce mécanisme de remplacement, ce programme inconscient de remplacement? Déjà, c'est toujours partir de son propre vécu. Est-ce que ça résonne pour vous, ce que je vais dire par la suite et ce que j'ai dit jusqu'à maintenant? Parce que il peut y avoir, je sais pas, des indices dans l'arbre notamment qui renvoient à un syndrome du gisant, mais s'il n'y a pas de manifestation concrète dans votre vie et que vous ne le ressentez pas, bah, il n'y a peut-être pas grand-chose, c'est que vous n'êtes peut-être pas concerné. Donc, ce n'est pas une recette de cuisine et c'est toujours euh, à mettre en perspective avec ce que vous vivez, vous. Ça, c'est très important. Donc, toujours partir de son propre vécu. Donc, comment ça peut se manifester? Par un ensemble de signes physiques et psychiques d'identification inconsciente. Je vous ai dit sur les signes physiques, je vous ai parlé de la lourdeur dans les jambes. Les personnes, moi, qui viennent en cabinet et qui sont en lien avec des défunts de leur arbre, c'est des personnes qui vont se sentir lourdes, qui vont avoir des douleurs, notamment dans les jambes, qui vont se sentir éteintes. Donc, il y a tout un vocabulaire aussi qui est intéressant dans la manière dont elles vont se présenter. Un vocabulaire en lien avec je me sens comme éteinte, lourde, figée. C'est comme si j'avais pas le droit de jouir de la vie, ou je ne sais pas jouir de la vie. Il y a même une personne qui m'a dit c'est comme si j'étais en deuil. Vous voyez, il y a tout un ensemble de vocabulaire, de termes qui viennent nous parler dans le discours de la mort, de la vie, de la lourdeur, du fait de se sentir éteint, etc. Ça peut être, alors ça c'est l'âme qui le dit, mais c'est pas faux, je l'ai observé aussi, des personnes qui vont avoir tendance à s'habiller beaucoup en vêtements sombres, noirs, gris, comme si elles étaient toujours en deuil. Ça peut être des personnes qui ont tout le temps froid. Ça peut être des... Alors lui, il parle aussi de métiers. Donc, il va dire par exemple que toutes les personnes qui ont des métiers, enfin que les personnes qui ont des métiers en lien avec le ciel ou qui vont aspirer à prendre de la hauteur, donc tous les gens qui travaillent dans les avions, ou bien par exemple les guides de haute montagne, ça peut être aussi des personnes qui cherchent à s'élever pour aller retrouver le défunt, se rapprocher du ciel pour retrouver le défunt. Euh, dans les attitudes, ce qu'on trouve aussi, bah, c'est beaucoup de personnes qui vont avoir des syndromes dépressifs, qui vont être tristes, qui vont être mélancoliques, mais aussi les ébulons, les personnes hyperactives notamment. Et puis tous les hyper un peu au potentiel, toutes ces nouvelles catégories, enfin catégorisations de personnes, euh, parce que c'est comme si derrière il y avait besoin d'être performant pour deux. Donc il y a vraiment ces différents signes-là. Et puis, au niveau des prénoms, ça c'est assez connu, au niveau des prénoms du type Gisèle, Gilles, Sylvie, des prénoms d'ange, Raphaël, des prénoms, bah, tout ce qui va être ange aussi, ou les anagrammes d'ange, Jean, Agnès, les prénoms vont nous parler de lumière. Lucie, Luc, Lucien, voilà. Tout ce type, il y a tout un ensemble de prénoms comme ça qui peuvent aussi qui peuvent être autant d'indices d'un syndrome du gisant. Et Salomon Selam, ce qu'il disait, c'est qu'il y avait même des personnes qui dormaient les bras croisés sur la poitrine, sans bouger la nuit, comme si elles étaient décédées. Et ça, je ne l'avais jamais observé et je l'ai observé dernièrement dans mon cabinet. Lors d'un soin, une personne sur la table de massage, elle était dans cette position-là. Et on était justement en train de travailler un syndrome du gisant. Et elle était dans cette position-là, et quand je lui ai fait remarquer, elle m'a dit que l'un de ses parents, qui était concerné par la thématique aussi, dormait dans cette position. Elle ne s'était pas rendue compte qu'elle était dans cette position sur la table. Donc je trouve que c'est quand même assez incroyable comment le corps, au-delà du mental et de la psyché, comment le corps vient aussi manifester ce syndrome-là de différentes manières. Donc il y a
une approche particulière qui est celle du cercle temporel qu'a développé justement Salomon Selam, qui nous permet d'identifier s'il y a syndrome du gisant. Alors, encore une fois, apprendre avec des pincettes, parce que l'idée, c'est d'aller regarder à partir de à partir de votre propre date de naissance. Vous allez identifier 4 intervalles de date. Je vais vous donner un exemple. Et après, vous allez pouvoir regarder dans votre arbre quelles sont les personnes qui sont nées ou décédées sur l'un de ces points avant votre conception. Si c'est pendant votre gestation, avant votre naissance, on ne parlera pas de syndrome du gisant, mais on va parler de deuil. Là, ça peut être un deuil gelé ou un deuil à faire. Mais de personnes nées avant votre conception, dont les dates de décès ou de naissance viennent résonner avec l'un de ces intervalles-là. Donc, je vous ai pris un exemple particulier. Par exemple, une personne qui est née aujourd'hui, qui est née le 9 mai. Pour monter son cercle temporel, elle va aller regarder son point de naissance, ça va être donc 9 mai, ça va aller du... On va poser 10 jours, un intervalle de 10 jours avant la date le jour enfin, la date de naissance et 10 jours après. Grosso modo, c'est un intervalle, on n'est pas un jour près. Donc ce sera grosso modo son point de naissance, l'intervalle qui va du 30 avril au 19 mai. Et puis on va regarder ensuite son point de conception. Bon, là, il y a tout un ensemble de questionnements autour de oui, mais si je suis née prématurée et tout, on va dire qu'on part de la date de naissance. Le point de conception, on ne prend pas l'année là, on prend juste le jour plus le mois. Donc, par rapport au point de naissance, vous ajoutez 3 mois. Donc, par exemple, pour la personne née le 9 mai, ça va être le 9 août. On ajoute 3 mois au mois de mai, 9 août. Et là, l'intervalle du point de conception, c'est du 31 juillet au 19 août. Ensuite, le point de vie. Autour du, pareil, on ajoute 3 mois par rapport au point de conception. Ça va être autour du 9 novembre. Donc on va aller du 31 octobre au 19 novembre au niveau de l'intervalle. Et le point du gisant, c'est 3 mois de plus, ou 3 mois de plus que le point de vie, ou 3 mois de moins que le point de naissance. Donc ça sera autour du 9 février. Donc on ira du 31 janvier au 19 février. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise beaucoup pour aller identifier, entre autres, s'il y a syndrome du gisant. Et là où je disais qu'il faut être vigilant, c'est que il peut y avoir des naissances et des décès qui se sont produits avant votre naissance, avant votre conception, qui tombent sur votre cercle temporel, mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes gisant de cette personne-là ou que vous venez rappeler ce drame-là. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, dans le cas d'une personne décédée de mort naturelle. Alors, c'est évidemment décédée à un âge très avancé de mort naturelle. Évidemment, ce sera quand même souffrant pour la famille, mais tout va dépendre comment a été vécu le deuil. Si le deuil il a été accueilli comme le cours normal de l'existence, même si ça tombe sur votre cercle temporel, il ne faut pas vous dire tout de suite, oulala, ça veut dire que je suis gisant. Mais par contre, si le grand-père, même décédé à 85 ans, c'est un drame absolu pour toute la famille qui décède, bah là oui, il y aura effectivement un deuil à réaliser. Donc j'espère que je suis claire sur ce point-là, mais ça c'est intéressant. Et là où il faut être aussi un peu vigilant, donc, pour identifier le syndrome du gisant, il y a ce cercle temporel et il y a tous les différents signes que je vous ai dit, que je vous ai énoncés juste avant. Et il peut y avoir aussi tout ce qui est syndrome anniversaire. Une personne est décédée à 44 ans de mort dramatique. Eh bien, il y a des descendants à qui il peut arriver des choses à 44 ans. Pas forcément mourir, mais il peut y avoir tout d'un coup, bon, c'est pas dans le cadre du syndrome du gisant, mais j'ai reçu quelqu'un en cabinet où, qui avait autour de, voilà, on va dire 44 ans, et qui sentait elle venait de sombrer de perdre tout élan de vie, mais un petit peu de manière soudaine du jour au lendemain, elle comprenait pas ce qui lui arrivait. Et en interrogeant un petit peu, eh bien, l'un de ses parents était décédé à cet âge-là.
Donc en fait, elle était dans un syndrome anniversaire. Elle venait rappeler au même âge que son parent le drame qui s'était produit. Et donc pour des descendants, il peut y avoir voilà, des syndromes anniversaires aussi qui nous mettent sur la piste du syndrome du gisant. Donc on voit bien que c'est complexe et que ça va au-delà des dates et qu'il y a tout un ensemble d'éléments à prendre en considération. Et plus il y a d'indices, plus les indices se répètent, les dates, les prénoms, les syndromes anniversaires, etc., et plus dans le discours de la personne, plus dans votre discours, vous ressentez qu'il y a justement un manque de vie, un manque de vivant, eh bien, moi, je vous inviterais à aller voir du côté des deuils non faits dans votre âme. Voilà. Et parfois, le gisant, il peut être dissimulé. C'est-à-dire que parfois, on monte un arbre et on ne trouve pas forcément immédiatement de syndrome du gisant. J'ai un exemple en tête d'une personne euh, qui présentait un ensemble de caractéristiques physiques, on va dire, de ce gisant-là. Et puis dans son discours, elle venait pour quelque chose de cet ordre-là. Mais dans son arbre, de prime abord, il apparaissait pas particulièrement de lien direct avec une personne défunte. En revanche, ce que j'ai identifié, et ça je l'ai vu à plusieurs reprises, c'est que dans son arbre, il y a eu une première union, on va dire, d'une grand-mère maternelle qui a été mariée avec un premier homme. Cet homme est décédé. Elle s'est remariée avec un autre homme, mais cet autre homme, alors c'est plus dans le cas, on va dire qu'on va plus le faire à l'envers. C'est un grand-père, parce qu'à l'époque, c'était plus comme ça. Un grand-père qui était marié avec une personne, sa femme, un grand-père ou un arrière-grand-père, son épouse décède subitement en couche ou voilà, peu de temps après la naissance d'un enfant. Et donc, à une certaine époque, les hommes se remariaient très très vite après le décès de leur première épouse. J'ai même observé dans certains arbres que les remariages avaient lieu un mois après le décès de l'épouse. Donc un mois après, on n'a pas vraiment le temps de faire son deuil. Et donc, il se remarie avec une autre femme et il y a une descendance de cette seconde union. Et ma cliente, elle arrive de cette descendance-là. Elle, ma cliente, elle porte l'un des prénoms de son arrière-grand-mère qui s'est remariée avec cet arrière-grand-père. Elle a un prénom en commun avec cette femme, mais qui n'est pas décédée prématurément, elle. Donc là, on ne peut pas vraiment, d'emblée, on ne va pas se dire qu'il y a un syndrome du gisant. Sauf que quand on regarde un petit peu plus loin et qu'on va chercher les dates de la première épouse, on s'aperçoit qu'elle naît le jour du décès de la première épouse. Ma cliente naît le jour du décès de la première épouse. Donc en fait, là, il y a deux indices. C'est-à-dire qu'elle vient pour l'histoire de cet arrière-grand-père qui n'a pas pu faire son deuil. Elle vient, cette personne-là, cette femme-là, elle vient rappeler la première épouse défunte. Elle vient remplacer, réparer le décès de la première épouse. Et elle vient aussi rappeler, par le prénom commun avec cette arrière-grand-mère, le fait que cette arrière-grand-mère, elle n'a jamais pu vivre pleinement sa vie, parce qu'elle a porté le deuil. C'est comme si elle n'avait pas le droit de vivre, parce elle se mariait avec un homme en deuil, et elle construisait sa vie de famille et sa descendance dans le fantôme, imprégnée du fantôme de la première épouse. Vous me suivez? Donc il a fallu, pour cette personne-là, dans un premier temps, aller reconnaître le deuil de l'arrière-grand-père et permettre à l'arrière-grand-père, voilà, accompagner le deuil de l'arrière-grand-père de sa première épouse, dire adieu à la première épouse et reconnaître que l'arrière-grand-mère, qui est la seconde épouse, ça a été très injuste pour elle et assez difficile parce qu'elle n'a jamais eu le droit d'être vivante. Donc on voit comment un syndrome du gisant, un deuil figé, dans l'histoire familiale, il peut être parfois dissimulé dans les remariages. J'ai aussi vu une personne avec le même type de situation familiale. Elle était en lien avec des enfants décédés
issu de la première union d'un arrière-grand-père. Donc parfois, ça demande d'aller fouiller un petit peu. Voilà. Et donc, tout ça pour dire qu'une fois identifié, euh, c'est pas figé justement. L'idée, c'est de sortir de ce figement et de sortir de ce deuil en suspens. Et donc là, alors, parfois, lui, Salomon Selam, il dit qu'une simple prise de conscience suffit à libérer. Ok, pourquoi pas? Pour certaines personnes, ça peut être le cas. D'expérience personnelle et d'accompagnement, ben, à mon sens, il y a quand même besoin d'un petit peu plus que d'une prise de conscience, parce que la prise de conscience, elle peut rester au niveau du mental. Et on a vu qu'un deuil figé dans le temps, il va se manifester euh, aussi dans le corps. Parce que qu'est-ce qui reste figé? C'est comme pour les loyautés inconscientes. Qu'est-ce qui reste figé quand il y a un deuil en suspens? C'est l'émotionnel. C'est toujours l'émotionnel. Dans tout ce qui est de l'ordre des mémoires traumatiques, ce qui reste figé dans le présent, ça va toujours être l'émotionnel qui n'a pas pu être digéré à un certain moment. Donc, à mon sens, rester dans le mental, voilà, ça ne permet pas toujours de se sortir pleinement de ces histoires-là. Et c'est important d'aller revisiter ces histoires sur un plan émotionnel et corporel pour justement ramener du vivant. Ce que je voulais aussi dire, juste au niveau des deuils figés, c'est qu'il peut y en avoir aussi qui sont dissimulés derrière parfois des avortements ou des fausses couches. Alors, les fausses couches, c'est pas toujours simple d'avoir les dates, mais parfois pour les avortements, on a des dates, des avortements qui ont été effectués. Et là aussi, j'ai observé aussi en cabinet des personnes qui étaient en lien avec des enfants qui n'avaient pas pu naître plus haut dans l'arbre. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut aller libérer ça? Ramener du vivant, puisque c'est le sujet du jour. Ramener du vivant. Il y a tout un ensemble d'actes symboliques réparateurs qui peuvent être faits, notamment l'écriture. Donc là, je vous donne des petites pistes pour travailler ça de votre côté. Si jamais vous identifiez qu'il y a ce type de symptômes dans votre vie, ça va être d'aller, pour les actes symboliques réparateurs, ils peuvent être de différentes natures. Ça peut être de l'écriture inspirée où on laisse son crayon écrire, là, comme si on laissait le défunt ou toute personne impliquée dans le décès se manifester. C'est-à-dire que euh, souvent, quand un deuil est resté figé, ce qui reste figé, c'est l'émotionnel des survivants de cette personne qui n'ont pas réussi à faire leur deuil. Donc moi, j'irais donner la parole à ces personnes-là qui n'ont pas pu faire leur deuil. Donc ça peut être par de l'écriture, ça peut être par de la peinture, par du collage, par du modelage, où on vient justement reconnaître le deuil, reconnaître le défunt, reconnaître le drame pour les autres membres de la famille, et puis peut-être réaliser comme un rituel d'enterrement symbolique, par exemple. Ça peut être une chose. Mais parfois, les actes symboliques réparateurs ne suffisent pas. Donc là, il peut y avoir les constellations familiales, le fait d'aller poser en constellation une histoire de défunt. Alors là, c'est pas tout à fait une histoire de gisant, mais c'est une histoire de deuil qui n'avait pas pu se faire dans la famille. C'est le même mécanisme psychologique, mais j'ai un cas dans une des personnes que j'ai accompagnées qui avait perdu son père dans des circonstances dramatiques, très jeune. Et c'était un jeune homme. Et ce jeune homme-là, il était en dépression, il n'arrivait pas à se construire, notamment depuis qu'il était devenu père, alors qu'il était ravi d'être père. Ses symptômes dépressifs s'étaient aggravés. Et donc, dans la constellation familiale, on a été posé cette situation-là. Et ce qui est apparu, c'est qu'il était, alors selon le langage des constellations, on va dire, à la place du mort. Il avait pris la place du défunt. C'est-à-dire que dans la constellation, il apparaissait comme étant lui à la place du défunt. Donc il a fallu lui, lui notifier ça, mais il s'en est aperçu parce qu'il était à l'extérieur de la constellation et il observait.
et ça lui a permis de reprendre sa place. Donc ça a été une constellation émotionnellement très intense, mais à l'issue de laquelle euh, il s'est considérablement allégé, parce qu'il a pris conscience qu'il n'était pas à la bonne place dans sa vie. Et il a pu justement dire adieu à son père, ou engager, réengager concrètement le processus du deuil. Parce que ce n'est pas une séance de constellation qui résout tout. Attention, il n'y a pas de baguette magique. Mais il a pu réenclencher ce processus de deuil. Voilà. Et donc, l'aptopsychothérapie transgénérationnelle, je vous ai parlé de Marie-Noëlle Maston qui parlait des garçons manqués, ces garçons qui manquent. Eh bien, elle a créé à partir d'une pratique qui s'appelle l'aptonomie, qui est assez peu connue, mais qui est pourtant assez incroyable. À partir de l'aptonomie et de l'aptopsychothérapie créée par un grand monsieur qui s'appelait Franz Wellmann, Marie-Noëlle, elle a intégré la dimension transgénérationnelle au travail d'aptopsychothérapie. Et là, donc moi j'ai eu la chance de me former auprès de Marie-Noëlle et de mettre en pratique cet accompagnement dans mon cabinet. Et là, je dois bien reconnaître que pour l'accompagnement des syndromes du gisant, c'est assez extraordinaire. Donc là, on passe justement, alors on ne parle pas de corps en autonomie, mais on va dire qu'on passe par un toucher thérapeutique qui console, qui réconforte, qui sécurise et qui va permettre à la personne d'aller recontacter des mémoires émotionnelles qui sont restées figées dans le temps et de manifester par le corps, si besoin, une libération de l'empreinte du défunt, donc de ramener du vivant dans le corps. Et là, j'ai le cas d'une personne que j'ai accompagnée, qui était une jeune femme d'une trentaine d'années, qui est arrivée en me disant qu'elle sentait un poids, une lourdeur, notamment dans les jambes, qu'elle sentait, qu'elle avait qu'elle venait de vivre successivement deux burn-out et qu'elle sentait comme un manque de vie en elle. Donc, je l'ai vu deux séances. Lors de la première séance, on a évoqué quelque chose d'autre par rapport à son histoire, on a déjà travaillé ça. Et lors de la seconde séance, elle évoque un drame dans l'histoire familiale, le décès d'un cousin de sa grand-mère maternelle, qui a été dramatique parce qu'il est décédé très jeune. Et ça a été dramatique pour sa grand-mère maternelle, qui était très proche de ce cousin-là, qui elle-même était déjà maman, et sa fille avait 3 ans. Donc, sa fille de 3 ans, c'est la maman de la personne que j'ai accompagnée. Et elle-même, quand elle a 3 ans, sa grand-mère maternelle décède. Donc on voit qu'on a une succession d'événements dramatiques et de décès quand les petites filles de cette famille-là ont 3 ans. Et donc, elle n'a pas de date pour ce cousin, donc on ne peut pas vraiment, on ne sait pas vraiment quel est le lien de date. En revanche, elle s'aperçoit qu'elle réalise le même type de métier que lui réalisait. Elle travaille dans le même domaine que lui. Et ça l'interpelle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et elle sent qu'il y a quelque chose avant de venir dans la séance, elle est retournée sur le lieu de son décès, etc. Donc, je lui propose qu'on aille justement euh, travailler ce deuil-là avec l'aptopsychothérapie transgénérationnelle. Et là, c'est incroyable ce qui s'est passé pendant la séance, et sur le plan émotionnel, et sur le plan du corps. Le corps a manifesté véritablement une forme de libération sur la table, par des spasmes qui se sont intensifiés jusqu'à s'apaiser complètement. Donc, et derrière cette séance, euh, cette personne m'a partagé le fait euh, d'avoir retrouvé de la lumière intérieure. Elle m'a dit qu'elle n'avait plus du tout de lourdeur dans les jambes et qu'elle avait retrouvé de la lumière intérieure et des bulles de joie en elle, des bulles de joie et de légèreté en elle. Alors évidemment, c'est pas terminé, c'est pas 2 séances d'accompagnement qui terminent tout, mais
sur cette histoire de syndrome du gisant. En revanche, oui, la séance, comme une séance de constellation familiale, comme certains actes symboliques réparateurs, peuvent suffire à ramener du vivant. Parce que l'objectif, lorsque l'on est en lien avec des deuils gelés, ça n'est pas d'être un mort-vivant à vie. C'est de prendre conscience que s'il y a une descendance, c'est que malgré les décès gelés, la vie a continué de circuler de génération en génération et que nous sommes là pour vivre pleinement, pour ramener du vivant dans l'arbre. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui autour de cette thématique. Donc je vais couper, arrêter le partage et couper l'enregistrement afin d'échanger avec les personnes présentes dans un format un petit peu plus intime. Je fais